Nous sommes là pour discuter avec lui. Monsieur le Président, pourquoi aujourd'hui vous pensez nécessairement qu'en changeant la Constitution, l'objectif de Alpha Condé, c'est de chercher un troisième mandat? D'abord, il y a eu beaucoup de signaux très forts qui montrent sa volonté de changer de Constitution, l'effet de s'octroyer un troisième mandat. Pourquoi? L'actuelle Constitution, comme vous le savez, stipule, vous l'avez rappelé, que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. La forme républicaine de l'État, le nombre et la durée des mandats du président de la République, la pluralité politique et syndicale ne peuvent faire l'objet de révision. Alors, toute initiative visant à modifier ces dispositions serait anticonstitutionnelle. Alors la parade que M. Alpha Condé et ses conseillers ont trouvée, c'est de dire, bon, mais on change de constitution. En ce moment, les compteurs sont à 0, vous pourriez vous présenter et faire encore, s'il y a lieu, 2 mandats, même si on maintient la limitation des mandats. Mais il se trouve que cette constitution en vigueur n'a pas prévu d'être abrogée dans un contexte de continuité du fonctionnement des institutions. Donc c'est illégal de changer de constitution lorsque lui qui est élu sur cette base est là, toutes les autres institutions de la République sont sur place, on ne peut pas changer la constitution. Elle peut être amendée dans toutes ses dispositions, sauf celles que je viens de rappeler, qu'on appelle les dispositions intangibles. Alors quels sont les signes? Depuis plus d'1 an, il y a des campagnes pour justifier le changement de constitution. Essayez de justifier. Alors, au départ, on a parlé directement d'un 3e mandat. Il faut que M. Alpha Condé finisse ses chantiers. Il a commencé beaucoup de chantiers, il faut qu'il les termine. Il y en a qui disaient, mais le président Sékou Touré a eu une présidence à vie, M. Lansana Conté une présidence à vie, mais pourquoi pas lui? Des hauts fonctionnaires, y compris le directeur général des services de police d'alors, qui a fait un meeting à Zérékoré pour dire pourquoi pas une présidence à vie pour M. Alpha Condé, qui rend tellement de services à la nation. Alors, et tout récemment, le président a instruit son ministre des Affaires étrangères d'instruire tous les ambassadeurs de défendre auprès des institutions et des gouvernements auxquels ils sont accrédités la nécessité pour la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Mais lorsque vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent changer dans cette nouvelle constitution, alors le président Alpha Condé dit non, c'est pour tenir compte de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, pour renforcer les questions du genre, pour renforcer l'implication de la diaspora dans la vie politique et économique. Mais c'est simple, ça peut se faire par des amendements. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse en réalité. Ce qui l'intéresse, c'est pouvoir s'octroyer une présidence à vie. Et cela n'est possible que si les compteurs sont ramenés à 0, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors bien entendu, très tôt, les Guinéens se sont rendus compte que cette parade-là qu'ils ont trouvée ne peut pas marcher, qu'elle est déjà anticonstitutionnelle. Et nous avons formé le Front National pour la défense de la Constitution en vigueur, qui, comme je l'ai dit, peut être amendée, mais elle ne peut pas être changée. Alors, ce front regroupe la Guinée dans toute sa diversité, les organisations syndicales, les organisations de la société civile, les avocats, les intellectuels, les artistes, la quasi-totalité des partis politiques sont au sein de ce FNDC. Et on a décidé de s'opposer. Il n'y a qu'un seul recours en Guinée. Lorsque M. Khalifa Sall, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, a exprimé ses réserves, sinon son opposition au tripatouillage de la Constitution, mais Alpha Condé l'a fait virer automatiquement pour le faire remplacer par un autre. Donc il n'y a pas de recours juridique, judiciaire, il n'y a que la rue. Donc on a décidé, effectivement, d'organiser des manifestations pour marquer notre opposition à cette violation de notre Constitution et à l'effet d'octroyer à M. Alpha Condé une présidence à vie. Alors, nous avons constaté que vos manifestations-là connaissent également beaucoup de difficultés parce qu'il y a des personnes qui ont été tuées lors de la première marche et que vous avez décidé de continuer toujours la démarche. Au total, il y a eu combien de morts depuis que vous avez commencé vos manifestations? Il y a 16 morts. 16 morts, dont une douzaine à Conakry, 13 à Conakry, 2 à Mamou et 1 à Farana, qui ont été tués à bout portant
par les forces de défense et de sécurité du pays. Eux qui sont formés, équipés, habillés pour assurer la sécurité des citoyens, c'est eux qui tuent à bout portant leurs compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que M. Alpha Condé leur accorde une impunité totale. Je rappelle que depuis que Alpha Condé est là, on a tué lors des manifestations politiques 120 citoyens qui n'ont pas eu droit à la moindre enquête, à la moindre compassion du gouvernement, à la moindre justice. Parce que M. Alpha Condé, qui a obtenu son pouvoir par la fraude, le conserve par la force. Et il ne veut pas se mettre à dos les policiers, les gendarmes et les militaires. Donc, il ne peut pas ouvrir une enquête pour identifier un auteur de crime. Et le premier conflit qu'Alpha Condé a eu avec M. Sako, l'ancien ministre de la Justice, qui est venu ici avec une bonne volonté de contribuer à l'instauration de l'état de droit, c'est lorsque celui-ci a mis en place une commission pour mener des enquêtes, pour identifier les auteurs de crimes commis lors des manifestations de l'opposition politique. Immédiatement, M. Alpha Condé a demandé de disloquer ces commissions-là, qu'il n'y aurait pas d'enquête. Aujourd'hui, on a aussi remarqué quelque part, quand on entend l'autre camp parler, que pendant vos manifestations, vous armez des personnes et on a même tué un gendarme. Écoutez, vous savez, M. Alpha Condé ne peut pas justifier le fait qu'il y ait eu déjà 120 morts, qu'il n'ait jamais voulu qu'il y ait une enquête pour identifier les auteurs. Alors, qu'est-ce qu'il essaye? Quelle parade il essaie de trouver? De dire, bon, il l'a fait d'ailleurs récemment à Koba, à l'heure de meeting. De toute façon, c'est eux qui tuent, qui s'entretuent. Donc, ça ne l'intéresse pas. Bon, donc, garantissant une impunité totale à ces agents des forces de défense et de sécurité, bien entendu, ils seront coupables vis-à-vis de notre pays, parce qu'il a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Alors, ce qui s'est passé il y a 3 jours, Papa Ali, nous étions dans un cortège funèbre. Les Guinéens s'étaient mobilisés pour aller enterrer dignement les 11 citoyens, 11 personnes qui avaient été tuées à bout portant quelques jours avant par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont pulvérisé le cortège de gaz lacrymogène et ont tiré sur le cortège, tuant 3 personnes, blessant par balle une vingtaine. Et ces 3 personnes ne sont pas encore enterrées. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 16 personnes tuées dans le cadre de la lutte contre le 3e mandat. Mais les actes inhumains posés lors de l'enterrement des 11, c'est-à-dire jeter des bombes lacrymogènes dans la mosquée, dans le cimetière, arroser le cortège funèbre de gaz lacrymogène, ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain. L'Africain respecte le mort. Il le traite avec dignité. C'est d'ailleurs un facteur de réconciliation. Lorsque quelqu'un a perdu un proche, même les adversaires, même les ennemis viennent saluer, compatir à la douleur. Mais ici, Alpha Condé a instruit ses forces de défense de pulvériser de gaz lacrymogène le cortège funèbre et de jeter les bombes lacrymogènes même dans le cimetière. Parce que pour lui, ses opposants ne sont pas des citoyens. Alors, en retour également, on a parlé d'arrestation de nationalités étrangères qui sont là et qu'en réalité, qu'ils étaient là pour mener des actions subversives et que vous êtes à l'origine de tout cela. Vous savez, dans sa vie politique, Alpha a passé tout le temps à organiser des rébellions, des tentatives d'assassinat, des coups d'État. Il pense que l'opposition actuelle ne fait que ça. Nous avons dit haut et fort que nous sommes des républicains. Nous utilisons les moyens légaux pour le combattre. Mais il a toujours envie d'organiser des complots, des rébellions. Il soupçonne certains pays voisins d'être complices ou de fournir de rebelles, ou tout comme il avait fait pendant qu'il était dans l'opposition. Non, tout ça, c'est pour trouver le moyen de disqualifier ses adversaires, d'abord politiquement et parfois judiciairement, parce qu'il cherche toujours la petite bête à ceux qu'il considère comme ses principaux adversaires. Mais ça ne passe pas, ça ne passe pas. Les Guinéens savent de quoi il s'agit. Président Cellou Dalein Diallo, j'ai envie de vous poser cette question. Quelles sont réellement vos relations avec Alpha Condé? Paraît-il que ce n'est plus même de l'adversité mais de la haine entre vous deux?
Oui, peut-être il y a un certain nombre de personnes auxquelles ils vouent une haine à peine voilée, ce qu'ils appellent les anciens premiers ministres ou les bandits. Moi-même, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, qui avons été des premiers ministres de Lansana Conté, ils estiment qu'on est des bandits. Il l'a dit publiquement, qui est bandit, qui s'est emparé du pouvoir par la fraude, qui se maintient au pouvoir par la force, en violation flagrante des dispositions de la Constitution et des lois de la République, qui a commis de parjure en violant la Constitution, en refusant de mettre en place la haute cour de justice, garantissant ainsi l'impunité à lui-même et à tous ses ministres, parce que les ministres, le président de la République, jouissent ici du privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être entendus que par la haute cour de justice. Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour les protéger? C'est de refuser systématiquement que la haute cour de justice prévue par la Constitution ne soit mise en place. Et on n'accepte jamais qu'une commission parlementaire aille fouiner dans les affaires du gouvernement, parce qu'ils sont majorité à l'Assemblée. Depuis qu'il est là, jamais une commission parlementaire n'a pu être constituée à l'Assemblée. Et pourtant, l'opposition a toujours proposé et malheureusement, il a toujours refusé. Donc, aujourd'hui, il nous voue une haine particulière, moi en particulier aussi. Il estime qu'il ne laissera jamais le pays à ces bandits, c'est-à-dire nous. Mais nous, les trois, en 2010, la seule élection transparente qu'il y a eu ici, on réunissait 65% des suffrages exprimés valablement. Donc comment il peut dire que le peuple ne veut pas de nous? Est-ce que c'est à lui de juger? Au lieu d'aller à des élections libres et transparentes et de voir quel est le choix du peuple, il affirme, et voilà, ça c'est des bandits, je ne laisserai jamais le pays à eux. C'est ce qu'il dit très fréquemment. Alors que vraiment, il fallait qu'il laisse le peuple choisir. Vous avez vu la manifestation d'hier. Nous avons appelé, le FNDC a appelé à cette manifestation. Les gens ont répondu. Il sait bien pertinemment que s'il y a une élection transparente, il aura certes plus que des 18%. Lui, il joue avec le temps. Il dit de plus en plus, vous allez organiser des manifestations, mais le peuple guinéen ne va plus vous répondre avec le temps. Il joue un peu au dilatoire. Est-ce que vos mobilisations continuent d'avoir encore du monde? Mais tous les jours, nous faisons mieux que la précédente manifestation. La manifestation du 24 était considérée comme sans précédent à Conakry. Mais celle d'hier, tout le monde est d'accord qu'il n'y a jamais une manifestation aussi grandiose à la capitale. Et je suis sûr que la prochaine, le jeudi prochain, il y aura encore plus de monde. Parce que les Guinéens n'en veulent plus. D'abord, ils ont leurs propres problèmes quotidiens. Ils n'arrivent pas à manger, à se vêtir, à se soigner. Il y a une misère totale. Alors que les richesses publiques sont confisquées par un clan autour d'Alpha Condé, qui s'enrichissent éhontément, lorsque la population à la base souffre énormément. Elle n'arrive pas, combien de ménages n'arrivent pas à assurer aujourd'hui 2 repas par jour? La corruption, la course effrénée à l'enrichissement personnel autour du clan du président de la République. La population voit ça. Elle est révoltée. Ces manifestations, c'est aussi bien contre le 3e mandat que contre la mauvaise gouvernance qui leur est infligée par M. Alpha Condé et son clan. Mais il est en train également de décapiter le front, parce qu'il y a beaucoup de membres qui sont arrêtés. Aujourd'hui, vous exigez leur libération. Oui, bien entendu, parce que les responsables, la coordination du FNDC a été arrêtée avant les manifestations, simplement pour avoir signé en même temps que nous l'appel à la manifestation. Et ils sont aujourd'hui, ils croupissent dans les prisons. Alors que les promoteurs du 3e mandat, vous les avez vus, même lorsque le président rentrait de Moscou, ils ont fait soi-disant une grandiose manifestation. Mais ce n'était pas une grandiose manifestation, puisque toute l'administration était fermée. Les fonctionnaires sommaient d'être dans la rue pour accueillir le président de la République. Les agents des établissements publics et parapublics. Tout le monde était obligé d'être dans la rue. Même on a vidé les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, tous étaient sommés d'aller grossir les rangs de ceux qui devaient accueillir Alpha pour montrer que les Guinéens sont pour le 3e mandat. Mais après, ils sont sortis des milliards
Plus de 2 millions de dollars ont été sortis pour distribuer à des jeunes dans les quartiers et pour que ceux-ci viennent grossir les rangs. Ils voulaient démontrer qu'il y a plus de partisans du troisième mandat que d'adversaires de ce projet. Mais la manifestation d'ailleurs ne peut en rien être comparée à cet accueil qui a été financé à coups de milliards, de dizaines de milliards de francs guinéens, et avec l'obligation pour tous les fonctionnaires et les agents publics et des agents des établissements publics et parapublics d'être là. Président, souvent vous critiquez un peu la gestion économique du président Alpha Condé, mais on a remarqué, lui, il se targue d'avoir mis Guinée sur les rails de l'émergence. Écoutez, en ce qui concerne le bilan d'Alpha Condé, je pense que vous êtes à Conakry, vous voyez l'état de la ville. Vous voyez les amas d'ordures sur la route qui obstruent la circulation. Aujourd'hui, le réseau routier qu'il a hérité de Lansana Conté est complètement dégradé. Si vous faites Yomou, Zérékoré aujourd'hui, vous essayez de faire Conakry-Kindia ou Kindia-Kankan, mais les gens, les habitants, les ressortissants de Kankan, de Sigiri et de Koursa prennent l'avion ici pour aller à Bamako, et de Bamako, ils viennent à Kankan, à Koursa ou à Sigiri. Sur le plan de la démocratie, il a dévoyé complètement la démocratie. Il n'y a pas d'élection transparente. Il n'a jamais organisé à bonne date des élections. Il a favorisé la violation récurrente des droits humains dans ce pays. Je vous ai parlé de 120 morts citoyens tués comme ça à bout portant qui n'ont jamais eu droit à la justice. La corruption, l'enrichissement illicite dans l'impunité totale. Tout est affaire du clan. Au niveau de la politique minière, certes, le marché mondial avait besoin de la bauxite de Guinée. Elle a été donnée dans des conditions très opaques, avec beaucoup de corruption. Aujourd'hui, nous exportons certes 60 millions de tonnes. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend du marché parce qu'il y a une demande nouvelle, forte de la Chine, qui a été favorisée par la décision de l'Indonésie de mettre un terme aux exportations de la bauxite brute. Mais la Guinée aurait pu négocier des accords plus avantageux pour la Guinée en transformant notre bauxite sur place. Parce que nous avons d'abord l'expérience, la première usine d'alumine en Afrique a été construite en Guinée par Péchiné. Et cette usine employait 3200 personnes, 1200 emplois directs et 2000 emplois indirects. Aujourd'hui, les 60 millions de tonnes, ça aurait fait combien d'emplois? Cette usine ne transformait que 2 millions de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, on exporte 60 millions de tonnes. Et vous voyez, aujourd'hui, la Guinée est le premier pays demandeur d'asile en France, les Guinéens. Combien de jeunes Guinéens meurent dans la Méditerranée et dans le désert? En Afrique, au sud du Sahara, nous sommes le premier pays émetteur d'immigrants en Europe. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective. Et on ne peut pas dire qu'il y a le taux de croissance qui à un moment donné est monté, tiré par l'exportation de bauxite, mais la pauvreté a continué à s'aggraver. Donc son bilan ne peut pas être considéré comme positif. Et surtout, là où ça fait mal, il a malmené l'unité nationale. Il a tribalisé systématiquement le débat, stigmatisé des communautés, pour les exclure systématiquement. Alors là, des questions se posent. Alors là, vous parlez de clivage ethnique. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle véritablement fondamental au plan politique? Oui, mais c'est le fait d'Alpha. Les communautés guinéennes s'acceptent. Depuis combien d'années on vit ici ensemble? Depuis toujours. Ils vivent ensemble, ils s'acceptent, les Guinéens refusent de le suivre. Il y a des extrémistes qui le suivent dans ça, dans la stigmatisation et l'exclusion des autres. Mais les Guinéens refusent, mais c'est parce qu'ils résistent à Alpha. Alpha, lui, s'est divisé pour régner, divisé sur la base ethnique. Et c'est ça qu'il a toujours fait en stigmatisant et en excluant complètement certaines communautés. Et cela, naturellement, c'est dangereux. Il faut que demain, les Guinéens soient rassemblés, et c'est ça l'objectif de l'UFDG, rassemblés, réconciliés autour des valeurs essentielles pour qu'on affronte ensemble les défis du développement dans un contexte de tolérance, de fraternité et d'unité nationale. L'avenir du front, c'est quoi exactement? Vous allez continuer le combat?
Oui, le front d'abord, nous allons continuer le combat contre le troisième mandat. C'est autour de ce troisième mandat qu'on est unis. Mais rien n'empêche demain, puisque c'est un début de réconciliation des Guinéens. Parce que là, comme je vous ai dit, il y a toutes les sensibilités politiques, il y a toutes les organisations de la société civile, il y a les imams, il y a les Kuntigui, tout le monde est là au niveau du FNDC. Et plus tard, on verra s'il y a une opportunité d'aller ensemble, parce que la Guinée a besoin de réconciliation, la Guinée a besoin d'unité et de rassemblement. Est-ce que le FNDC, en tout cas le cadre qu'il a créé, peut aider à ce qu'il y ait ce rassemblement, ce retour à la cohésion, à l'unité nationale et à la fraternité? Parce qu'on n'a pas besoin de créer des contradictions, il y a trop de défis importants. C'est comment nourrir les Guinéens, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent jouir d'un enseignement, d'une éducation, d'une bonne éducation, d'un enseignement de qualité, et qu'ils puissent disposer d'infrastructures modernes, infrastructures de transport, infrastructures énergétiques et tout. Alors c'est ça les vrais défis. Et pour que nous puissions aller très vite sur ce chantier du développement, il faut que les Guinéens soient unis, que la démocratie soit instaurée, qu'elle soit apaisée et que l'état de droit soit là. Et vous n'êtes pas inquiet du mutisme un peu des organismes internationaux par rapport à la situation de la Guinée? Si, je pense que la CEDEAO, l'Union africaine en premier lieu, devrait faire un peu mieux pour essayer d'intervenir ici, d'abord contre la violation récurrente des droits humains. On ne peut pas continuer à assassiner les citoyens comme ça et accorder l'impunité totale aux assassins sans qu'il n'y ait jamais de justice. Et la CEDEAO, l'Union africaine devrait être les premiers à intervenir pour essayer de trouver des solutions aux problèmes posés, mais elle n'est pas très audible. Ces deux organisations, sous-régionales et continentales, ne sont pas très audibles. Ici en Guinée, certes, elles ont publié des déclarations à la suite des violences du 14, 15 et 16 octobre, mais on n'a pas vu de délégation, on n'a pas vu de déclaration ferme condamnant les velléités de tripatouiller la Constitution, par exemple. Au niveau des Américains, ils ont fait une déclaration ferme et claire s'opposant systématiquement au troisième mandat. Au niveau des Français, ils disent avoir mené des démarches discrètes par la voie diplomatique, mais il n'y a pas eu de déclaration publique. Votre dernier mot serait quoi, Monsieur le Président? C'est inviter les Guinéens à continuer la lutte, les Guinéens de la diaspora, les Guinéens de l'intérieur. Il s'agit de l'avenir de notre pays, il s'agit de la démocratie et des efforts que nous devons faire tous pour que l'unité nationale soit consolidée, que la démocratie, une démocratie apaisée soit instaurée, que l'état de droit soit instauré, que les droits humains soient protégés. Et cela, face à cette dictature, il va falloir encore, hélas, se mobiliser et lutter, et souvent dans la rue et sur les places publiques par les manifestations, puisque celles-ci sont autorisées par notre Constitution en son article 10. Merci beaucoup, M. Cellou Dalein Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG et que vous nous avez reçu ici chez vous en Guinée pour qu'on parle un peu de la situation qui est très tendue, des manifestations.